Bonsoir, bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on reçoit Romain de D'Addario. Parce que je sais pas vous, mais moi les cordes, ça a jamais été un gros sujet. Je me suis toujours contenté de peu. Et Romain, justement, il est là pour me faire changer d'avis. Ouais, c'est ça, c'est dommage parce qu'il y a il y a plein de choses à voir. Et d'ailleurs, on va en reparler. Ouais, il paraît quand même qu'il y a débat. Il paraît que ce qui compte dans une guitare, c'est micro et cordes, et rien d'autre. Voilà. J'ai pas allé là-dedans. Romain, t'es spécialiste produit chez D'Addario. Oui, tout à fait. On a reçu Eric il y a quelques années par rapport au Expand, les pédalboards. C'est ça, la belle vidéo que vous aviez fait avec Swan d'ailleurs. Voilà, c'est vrai, ça fait un petit moment déjà, c'était très cool. Et voilà, je t'ai demandé aujourd'hui de venir sur le plateau par rapport aux cordes, parce que c'est vrai que c'est un sujet que je maîtrise peu. J'ai été bon client Ernie Ball, Ok. et récemment je vous ai rencontré, et j'ai mis des XS sur toutes mes guitares. Ouais, très bien. Voilà, pour autant, ça reste quand même quelque chose d'assez abstrait pour moi, parce que ça reste un bout de métal qui va vibrer. J'aimerais quand même en savoir plus, et Ouais. c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ouais, bon, on va en parler. Après, c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent que des cordes, c'est des cordes et puis qu'il n'y a pas de différence. Finalement, on fait des paquets avec des couleurs un petit peu différentes et puis c'est à peu près tout Moi, j'aime bien les blanches. ce que ça va dire exactement. Mais après, on va voir que finalement, déjà, il y a une histoire. Hein, les cordes ont évolué à travers le temps et puis ensuite, on va pouvoir parler un petit peu de, on va dire, la gamme un petit peu plus actuelle. Donc celle qu'on a là devant nous. Et, Bah ouais. voilà. Mais d'ailleurs, t'as pas un truc à nous annoncer? Ouais, c'est super important. En fait, il est là quand même, Romain, parce que voilà, j'ai eu des discussions avec vous, les palfeurs, et vous m'avez annoncé que ce serait bien, en achetant une pédale, de pouvoir rajouter un paquet de cordes, parce que les cordes, c'est quand même un consommable dont on a tous besoin. Et donc voilà, Palf se met à vendre des cordes sur le site. Voilà, c'est une sacrée nouveauté pour nous. Je pensais pas que j'en allais arriver là et qu'on allait annoncer ça dans une vidéo. Mais voilà, en fait, c'est super important que vous ayez des cordes sur le site. Je vois pas comment faire autrement, parce que c'est dommage d'aller sur un autre site, de repayer des frais de port, ou même de pas être fidèle à Palf. C'est pas gentil. C'est bien d'aller sur Palf, ça soutient les vidéos. Et pour les premières cordes qu'on va voir sur le site, j'ai contacté D'Addario, parce que ça fait des années qu'on est client chez vous, et qu'on vous fait complètement confiance. Et je sais qu'il y a Swan, il y a Julien qui joue sur vos cordes. Ouais, tout à fait. Voilà, enfin, pour moi, ça fait complètement sens d'aller avec une marque pour démarrer cette aventure dans laquelle on a complètement confiance. Et des millions de personnes, je sais pas combien de clients. Je sais pas si tu as une stat sur le nombre de clients. Je pense qu'il y a le nombre de clients, cordes. il y en a beaucoup, je peux te dire le nombre de cordes. Ah ouais, vas-y. On fait 700 000 cordes par jour. 700 000 cordes par jour. Par jour. C'est aberrant. Donc c'est énorme. Je crois qu'on avait calculé, si tu fais sur une année, en gros, en termes de distance, ça fait 12 ou 13 fois la circonférence de la Terre. Au calme. Ah bon, c'était la petite trêve commerciale. Il fallait vous le dire, c'est important. Si vous voulez des cordes, maintenant, on les a sur Palf. On va commencer par les D'Addario, et bien sûr, il y a d'autres marques. Mais voilà, quand même de commencer par D'Addario parce qu'on leur fait confiance et que c'est de la super cam. Enfin, je trouve que c'est cool. Voilà. Bon, Romain, D'Addario, c'est une sacrée histoire. Je crois que c'est 250 ans de cordes. Ouais, c'est Au ça. moins. Raconte-nous. En fait, en gros, donc il y a quelques années, on a Jim D'Addario, donc qui est l'un des fondateur aujourd'hui de D'Addario comme on la connaît aujourd'hui. Il a embauché un généalogiste pour savoir finalement d'où venait la famille et Ok. ils ont trouvé un document qui date de 1680 donc dans un village en Délire, Italie quoi. qui s'appelle, c'est le village de Sale, et donc c'était un acte de naissance et le père était sa profession était marquée comme fabricant de cordes, donc en 1680. Donc on sait que déjà depuis ce temps-là, on fait des cordes. Alors on va passer un petit peu sur ce qui se passait en Italie dans ces époques-là, mais en gros, l'histoire un petit peu plus moderne, elle va commencer en 1905 pour nous. Ok. C'est l'époque où un monsieur qui s'appelle Carmine D'Addario, Ok. en fait, il émigre aux États-Unis, il change de nom en même temps, il se fait appeler Charles. Ah, d'accord. Et Charles, en fait, au tout début, à New York, donc il arrive dans la région de New York, et en fait, il y a des fabricants de violons, des fabricants de harpes, etc., qui ont besoin de cordes, de guitares. Et du coup, il va finalement importer ce que fabrique sa famille d'Italie, il l'importe, et il le vend dans la région de New York. D'accord.
Donc il va faire ça pendant plusieurs années. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en 1914, il y a la guerre, malheureusement. Ça va rendre son entreprise beaucoup plus compliquée, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'importer des cordes à ce moment-là. Et finalement, il va se mettre à les fabriquer lui-même et à les vendre, donc toujours aux mêmes personnes, aux mêmes fabricants, surtout de violons, etc., surtout des luthiers en fait. D'accord. Après la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Il va finalement monter une entreprise qui s'appelle Seda Dario Sons. Okay. Et l'un de ses plus gros clients, finalement, ça va être un luthier qui s'appelle D'Angelico. Ah ouais, putain. D'Angelico, donc un luthier connu aussi, c'est un immigré italien. Et en fait, D'Angelico, il a besoin, lui, de cordes qui permettent à finalement ses guitares de résonner. Et donc, du coup, ils vont travailler ensemble sur différents matériaux, puis sur différentes épaisseurs, en fait. Et finalement, ce qui va ressortir de ces travaux-là, ça va être des cordes avec un alliage qui s'appelle le bronze 80-20. Ok. Donc, qui n'a rien à voir avec du bronze, hein, c'est du laiton, tout simplement. Ok. Et surtout, la deuxième chose, c'est qu'en fait, ils vont aussi beaucoup travailler sur l'épaisseur de l'âme. Donc l'âme, en fait, c'est quoi? C'est l'intérieur finalement de ta corde. C'est ça qui fait sa rigidité. Et en fait, à l'époque, on avait des âmes qui étaient assez épaisses, donc qui rendaient les cordes très très dures, très compliquées à jouer. Et D'Angelico, en fait, lui, ce qu'il voulait finalement, c'était une âme qui soit plus légère, qui permette à la corde d'être un petit peu plus simple à jouer, à résonner. Et finalement, ils vont travailler pour avoir des âmes qui sont un petit peu plus légères et des cordes qui sont un petit peu plus faciles à jouer. C'est d'ailleurs en fait à ce moment-là qu'on va avoir ils vont vraiment travailler sur 3 gammes un peu différentes. Donc les light, les medium et puis les hard tension. Ouais, le 1042, ça n'existait pas à l'époque, quoi. Non, le 1042, Okay. ça, t'es plutôt sur le standard, c'était plutôt du 1356. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, mais du coup, ils vont vraiment. Le but, en fait, c'est vraiment les cordes acoustiques qu'on connaît aujourd'hui. Elles datent vraiment de ces époques-là, en fait. Le bronze 80-20, c'est encore aujourd'hui. Oui, je vois exactement. Ouais, ouais. Ok. Et dans les années 50 aussi, ce qui va se passer, c'est que John. Là, tu as le début de la guitare électrique. Ouais. Et John, donc le fils de Carmine D'Addario, de Charles D'Addario, donc ils travaillaient ensemble sur Seda Dario Sons. Et en fait, lui, de son côté, le père, il n'est pas trop guitare électrique. Lui, la guitare électrique, ça l'intéresse pas trop. Et donc, du coup, John, il va monter avec quelques amis, il va monter une entreprise qui s'appelle Archaic Music. Okay. Où ils vont commencer à fabriquer des cordes pour ces nouveaux instruments, ces guitares électriques ou ces basses électriques. Alors, ils ne fabriquent pas sous leur nom, hein, c'est souvent vendu à des fabricants de guitares. Le fabricant de guitares qui va les rendre un petit peu célèbres, on va dire, c'est Danelectro. Parce que Danelectro, donc du coup un fabricant de basses assez entrée de gamme à l'époque. Bah oui, Danelectro, c'est pas le très haut de gamme. C'est ça, c'était pas le très haut de gamme, mais ils étaient dans la région, ils avaient besoin de cordes, donc les D'Addario en tout cas leur fournissaient. Et il y avait une corde qui était assez spécifique, qui était montée sur ces basses-là, qui était une révolution un petit peu à l'époque. C'était des basses avec un filet qui est rond, donc c'est finalement le filage qu'on a sur la corde. Donc ça n'existait pas début des années 60, le filage pas sur les basses, on était vraiment sur un filage plat, comme sur une corde par exemple de violon ou une corde de jazz. Ouais, le filet en long là. C'est ça, les flat wound ou les filets plats, on les appelle. Chez nous les chromes. Ok. Et du coup, elles étaient montées en fait sur ces basses Danelectro là. Et il y a une anecdote assez connue. En fait, c'est le bassiste des Who qui en fait était fan de ces cordes là. Lui, il jouait sur une guitare Fender. Et à l'époque, en fait, quand vous achetiez une basse, elles étaient montées avec les cordes, mais il n'y avait pas vraiment de cordes de remplacement. En fait. C'était compliqué de trouver des cordes de remplacement. Et Danelectro, quand ils vendaient leur basse, ils ne pensaient pas forcément que les gens allaient changer leurs cordes dessus. Donc c'était impossible de trouver ces cordes-là à l'unité dans un magasin comme on pourrait le faire aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a des anecdotes sur le fait qu'au moment de l'enregistrement de My Generation, donc le solo assez connu des Who, en fait, il est allé acheter des basses Danelectro dans un magasin pour récupérer les cordes et les mettre sur... il voulait les cordes d'Addario. Il voulait les cordes d'Addario. En fait, surtout, il voulait ce son un petit peu plus brillant qu'il y avait sur ces cordes à filet rond et qu'on ne trouvait pas ailleurs que sur ces basses-là. Et donc, c'est lui qui a inventé ce filet-là. Oui, c'est sur les cordes de basse, tout à fait. Voilà. C'était le premier à faire ça. C'était le premier à faire ça.
Intéressant. C'était le premier à faire ça, mais ça n'a jamais été commercialisé sous le nom Oui, de ça a été Dario. commercialisé c'est- pour la basse, Pour la base mais d'un c'est électro. celui qui a inventé le filet rond qu'on utilise tous aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Donc, voilà. Ouais, donc historiquement, c'est quand même une putain de marque. Historiquement, ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. ok. Voilà. Ensuite, on s'arrête pas là, hein, puisque finalement, ce qui va se passer, c'est que Charles D'Addario part à la retraite. Ok. Donc son fils, finalement, il lui lègue 2 sociétés. On va avoir C. D'Addario Sons et Archaic. Et finalement, en fait, donc c'est en 1962, ils vont choisir de fusionner les 2 entreprises sous un même nom. Finalement, c'est plus simple, c'est la même personne qui va gérer tout ça. Et ils appellent ça Darco. Darko. Darko Strings. Darko Strings qui continue pareil, hein. Alors eux, ils vont commencer à vendre des cordes sous leur nom, donc sous le nom Darko. On va commencer à avoir des cordes vendues en magasin avec ce nom-là. Mais ça reste un petit business. Vraiment, la grosse majorité de l'entreprise Darko, c'est toujours vendre à des fabricants de guitares. Et le plus gros fabricant, leur plus gros client, finalement, c'est Martin. Ah ouais. C'était ils- un bon pari. C'était un très bon pari. Ils vendent vraiment beaucoup de cordes à Martin. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en 1969, Martin va finalement racheter la société Darko. Donc Martin rachète les machines. Ok. Les D'Addario vont aller travailler, ils vont être embauchés cette Ouais. fois-ci donc dans l'entreprise Ça faisait Martin. partie du contrat, j'imagine. Voilà. Exactement. Ouais, ouais. Voilà, donc John Senior, le père, et puis ses 2 fils, Jim et John, qui avaient à l'époque une vingtaine d'années environ, et donc qui vont travailler pour Darko sous l'entreprise Martin. Et puis finalement, ça se passe pas extrêmement bien pour les 2 fils. Ils avaient encore de la fougue. Ils avaient encore de la fougue. Ouais, ils avaient envie de faire leur propre bise, c'est normal. Exactement. Bah ouais. Et surtout, ils n'avaient pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Bah oui, Ils oui. avaient. T'imagines, tu démarres ta carrière en tant qu'indépendant et d'un seul coup on te demande de plus créer ta boîte, de plus gérer ta boîte, ça fait quelque chose. Ouais, pour eux, c'est assez compliqué de ne pas être les maîtres des décisions Bon, qu'ils après, prennent. collaborer avec Martin, c'est quand même Mais- quelque chose de chouette, mais je comprends. Mais, je comprends. Donc, ils partent. Ouais. Jim, lui, il va ouvrir une entreprise d'imprimerie. Donc, il a commencé un peu à travailler sur ça quand il travaillait chez Martin, chez Darko, où ils vont commencer à faire les packaging des cordes de guitare. Ils vont commencer à faire les papiers qui sont à l'intérieur, etc. Martin, eux, ça l'intéresse pas trop cette partie-là, donc finalement, il va racheter des machines et il part avec et il va monter son entreprise. L'un de ses clients, d'ailleurs, à l'époque, ça va être Ernie Ball, oui. sur lesquels il va imprimer les petites pochettes de papier qu'on retrouve aujourd'hui encore à l'intérieur. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Jim et John, finalement, les cordes, ils les ont un petit peu dans le sang. Ça coule un peu, c'est leur famille, hein, c'est un héritage de plusieurs générations. Et du coup, en fait, en 1974, ils vont se dire, on va recommencer à fabriquer des cordes, on va recommencer de zéro, et cette fois-ci, par contre, on va mettre le nom de notre famille, le nom de l'héritage, en fait, on va le mettre sur notre paquet de cordes. Et donc, en 1974, ils vont lancer la marque D'Addario En 74. en 74. Ok. Voilà. Ouais, d'accord. Ça a pris un petit peu de temps tout ça, mais. Ça a pris entre la vente environ 5 ans à peu près. Alors il commence déjà en Ah non, mais 73, depuis 1680, il a fallu attendre 74 pour que la marque se lance. pour avoir exactement le nom de Dario sur. Bon, sur- sacrée sur marque le en tout paquet. cas, sacrée histoire, c'est Voilà. impressionnant. Ok, le premier modèle de corde d'Addario. Alors il y en a vraiment 2 en fait. Le premier déjà. Toujours sur les acoustiques, on est toujours dans l'évolution parce que finalement, Jim, c'est un petit peu un inventeur. Il se satisfait jamais de ce qu'il a fait. D'accord. Il est toujours en espèce de recherche constante évolution. Et le souci du bronze 80-20, en fait, c'est que c'est un alliage qui va s'oxyder très vite. C'est Ouais. du laiton. Ça pue très vite sur les guitares folk où tu mets ça. Exactement. C'est puis dégueulasse. On va perdre le côté brillant, on va perdre tout ça. Et du coup, en fait, il va essayer avec plusieurs alliages un petit peu différents. Et il va tomber sur un alliage qui s'appelle le phosphore bronze. Ok. Et donc, du coup, c'est un petit peu plus équilibré en termes de sonorité. Il y a un petit peu plus de médium
sur ces cordes-là. Et puis surtout, ce qui se rend compte, c'est que c'est aussi des cordes qui vont durer beaucoup plus longtemps, en fait, dans le temps. Ouais. Qui vont moins s'oxyder et rester meilleurs plus longtemps. Ouais, la durabilité, c'est un critère, on va en reparler, mais c'est quelque chose que tu considères beaucoup quand tu achètes des cordes. Ouais, tout à fait. Ok. Et c'est vrai que chez les D'Addario, ça a toujours, on le reverra sur les choses un petit peu plus récentes, mais finalement, avoir une corde qui dure le plus longtemps possible, c'est toujours une recherche en fait. Ouais, vous n'êtes pas des vendeurs d'ampoules, comme je te disais tout à l'heure. C'est ça. Le but, c'est pas de faire l'obsolescence programmée. Non, le but, c'est vraiment que le musicien soit le plus content possible avec ses cordes dans le temps. Ok. Et les deuxières cordes les plus charismatiques, on va dire, de notre marque, c'est vraiment les XL. Ouais. Donc c'est ce paquet-là ici. Donc le logo voudrait que, pour dessiner le logo, il s'est inspiré un peu d'un paquet de cigarettes Lucky Strike, qui ressemblait un petit peu. En gros, ce qu'il faut savoir, des magasins de musique qui vendaient des paquets de cordes, il n'y en avait pas énormément. Et le but, en fait, c'était d'attirer le client, d'attirer l'œil en fait du client quand il rentrait dans le magasin sur ce paquet de cordes là. Du coup, les couleurs un petit peu flashy, ça a aidé. Voilà. Ok, trop bien. Bah, je te remercie pour cette petite histoire. Bah non, hein. Bon, Romain, j'ai plein de questions pour toi. Ok. T'es spécialiste produit, bon courage, t'es dans la merde. Oui. Alors, déjà, je me mets à la place de beaucoup de gens, je pense. La première question que tu te poses quand t'es avec tes boutons, t'es ado, tu rentres dans un magasin de musique, on te dit tu veux du 10-46 ou du je sais pas combien. 42. Voilà. C'est quoi le tyran? À quoi ça sert de se poser cette question? Alors, le tyran, c'est une très bonne question. Le tyran, en fait, donc, il est indiqué en millième de pouce. Millième de pouce, donc millième de 2,54 cm. Exactement. Ou millimètre, je sais plus. Je sais plus. 55 je ne sais plus. centimètres, je crois. Donc c'est pas grand. À vérifier sur, donc c'est le diamètre, hein. Sur l'internet. C'est le diamètre. C'est le diamètre de la corde et c'est le diamètre extérieur. D'accord. Et donc par exemple, si on prend ce paquet de cordes là, donc du 10-46, donc du coup c'est l'épaisseur de ma corde la plus aiguë à l'épaisseur de ma corde la plus grave. Ok. C'est vrai que c'est pas bien grand. Cheveux, gros cheveux de rasta. Exactement. Très bien. On est d'accord que l'accordage, c'est la tension finale. Enfin, c'est la fréquence de vibration de la corde. Oui. Voilà, donc quand tu vas t'accorder, là, on a un super accordeur. Ouais. Vas-y, tu t'es accordé peut-être, on verra bien. Donc là, que tu prennes du 52 ou du 46 ou du 42, si t'es accordé, t'as trouvé la bonne fréquence. Oui. Sauf que si t'augmentes le diamètre, tu vas devoir tirer moins dessus. Je pense. En fait, tu vas avoir une tension qui va être plus élevée. Ouais. Donc ta corde, elle va être beaucoup plus dure. Oui. Voilà. À jouer, elle va être beaucoup plus dure. Et tu vas, pour la même note, quand tu vas augmenter ton tirant, tu vas avoir une note beaucoup plus dure à jouer. Exactement. Alors, attention aussi en fonction des guitares, parce que forcément, qui dit tirant plus élevé, dit que tu vas tirer beaucoup plus sur ton manche. Ouais. Donc, il va falloir régler le manche. Ouais. Et si tu as, comme sur cette guitare-là, par exemple, un vibrato, et ben, il va falloir resserrer un petit peu derrière les ressorts pour pas avoir ton vibrato qui part trop à l'avant. Ouais, parce qu'il est spécialiste produit, mais il sait régler aussi les guitares, c'est sa formation. Ok, d'accord. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi on se ferait tous mal? Alors, à quoi ça sert? Historiquement, on pensait que plus une corde était épaisse, plus tu avais un son qui était gras. Ouais. Tu prends par exemple Stevie Ray Vaughan, il est très connu pour jouer sur du 13, donc c'est-à-dire donc une corde beaucoup plus épaisse sur les cordes aiguës. Il prend un paquet de 7 cordes et il va tout décaler, et puis voilà. Ouais, presque. mais aussi parce que finalement, à l'époque, c'était ce qui était beaucoup plus facilement trouvable dans les magasins. Ouais. La difficulté d'avoir des cordes fines, finalement, pour les fabricants, alors ça s'est amélioré avec le temps, mais c'était que tu avais beaucoup plus de chances que ta corde casse. Plus ta corde est fine, plus elle risque de casser. Donc, problème de casse. Moi, j'ai jamais fait une vidéo où j'ai cassé des cordes. Ça, jamais. Mais du coup, est-ce que c'est un délire de macho, genre moi j'en ai une grosse et ça marche mieux, ou est-ce qu'il y a vraiment un impact sur le son
On est dans la légende ou on est dans la vérité? Alors, il va y avoir un impact sur le son. Sauf qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte un petit peu avec le temps, c'est que plus ta corde elle est fine, finalement, plus tu as quelque chose d'un petit peu mieux défini, finalement. Donc, en fait, ce serait presque l'inverse de ce qu'on penserait. Ce serait l'inverse. Après, attention, parce que sur une corde qui est beaucoup plus fine, la difficulté, c'est que quand tu vas appuyer en fait sur ta frette, enfin sur ta case, tu vas la déformer. Ce qui risque de se passer, c'est que tu vas beaucoup plus tirer sur le bas ou sur le haut, et du coup, en fait, ta note va sonner beaucoup moins juste. Une corde qui est beaucoup plus épaisse, qui va avoir beaucoup plus de tension, et ben forcément, en fait, pour la bouger, ça va être un petit peu plus compliqué, et du coup, tu as des chances d'être beaucoup plus juste et d'avoir moins ce souci-là. C'est par exemple ce que les gens qui font du jazz aiment bien avoir, ils aiment bien des tirants qui sont un petit peu plus épais, parce que justement, ils veulent cette précision de son. Stylé. Ok, je comprends mieux. Donc, le meilleur équilibre, selon toi? Alors le meilleur équilibre, ça va dépendre vraiment de chacun et de sa guitare. Il y a quand même deux grosses tendances. C'est que si vous avez une guitare avec un diapason, donc le diapason c'est la longueur de corde entre le si et le chevalet, de type Fender, donc c'est un petit peu plus long, on est sur du 25,5 pouces. Donc là, on va être plutôt en général sur du 9,42. C'est ce qui est monté d'origine sur ce type de guitare. Alors attention, les custom shops de Fender sont souvent montés en 10,46, justement pour ce côté un petit peu plus dur. Sous les doigts, on a l'impression d'avoir un truc un petit peu plus bourrin. Mais du coup, le 9, tu pètes plus facilement. Tu risques de péter plus facilement tes cordes. Par contre, pour un shredder qui fait énormément de bend, ça va être un petit peu plus léger, plus facile. Aussi, par contre, sur une corde un peu plus fine, forcément, quand elle va vibrer, elle va bouger un petit peu plus. Et du coup, tu as aussi beaucoup plus de risque de freeze qu'une corde qui est plus épaisse et qui, elle, va finalement avoir une vibration qui est un petit peu moins, une onde qui est un petit peu moins, qui va moins taper sur les frettes. Je comprends. Et une guitare type Gibson, donc c'est du 24-75, le diamètre. Là, on est plutôt en général sur du 10-46. C'est vraiment le standard, c'est ce qui monte eux d'origine sur leur guitare. Si vous avez des croyances, vous pouvez les mettre en commentaire, moi ça m'intéresse. Mais si aussi il y en a qui techniquement ont fait des analyses spectrales de l'impact du diamètre d'une corde, je suis aussi curieux, je veux savoir. Peut-être qu'il y en a un. Peut-être. Parce que là on parle... Enfin, il y a quand même ce ressenti, tu sais, t'as l'impression, sans être technique, sans avoir fait des tests, que vraiment ça va changer la réponse en fréquence, quoi. Oui, ça change, ça va te changer ta réponse en fréquence. Après, il y a moins ce côté corde épaisse égale son gras. Finalement, ça c'est un peu ce qu'on s'attend à retrouver. C'est pas forcément si juste. Ou même de façon subtile, même pas un petit peu. Bah, en tout cas, il y a des vidéos avec des gens qui ont testé dans des studios qui montrent plutôt l'inverse en fait, qui montrent plutôt que justement des tirants plus fins, t'as plus de gras. Mais il y a des guitaristes comme par exemple le guitariste de ZZ Top qui va jouer, lui, je crois que c'est du 8 ou du 9 qui monte sur une guitare type Les Paul. Donc avec finalement des tirants beaucoup plus légers, et on peut pas dire qu'il manque de gras dans son son. Il manque pas du tout de gras. Voilà. Donc, sacré Billy. Ok, très bien. Deuxième question pour toi. L'alliage. L'alliage. Est-ce que l'alliage, ça change quelque chose à part la durabilité? Alors, l'alliage va avoir un impact énorme. Tu en as parlé au début de la vidéo. Le son sur une guitare électrique, c'est quoi? C'est des micros et les cordes qui sont dessus. Alors ça, c'est une vidéo, je sais pas si elle est encore sortie. J'ai un acousticien qui est passé sur la chaîne. Et qui justement étudie tout ça. Et il nous a expliqué en gros que si la lutherie est bien faite, peu importe quoi comme lutherie, mais si elle est bien faite, c'est que c'est limite un prérequis, tu vois. C'est pas, voilà. Pour lui, le bois, c'est pas important. Voilà. Désolé pour vous, ça veut pas dire que vous êtes fait enfler en achetant une bonne guitare, parce qu'il faut que la lutherie soit bien faite. Mais si la lutherie est bien faite, pour lui, ce qui compte, c'est les deux endroits où sont fixées, enfin reposées les cordes, donc le chevalet et là le scié. Il faut que là ce soit bien fait, parce qu'on va avoir une corde qui va vibrer entre ces deux points. C'est de la mécanique, c'est tout. Il y a une onde qui se balade, ça s'arrête là. Et donc notre système, c'est un capteur électromagnétique, il va prendre la corde qui vibre. Et voilà, il faut arrêter. On n'est pas en train de faire. On n'est pas avec Elon Musk, on s'en vole pas. Tout va bien. On est juste en train de faire un capteur électromagnétique avec une corde qui vibre. Donc à partir de là, ça va.
Et donc oui, la qualité de la corde, ça peut faire quelque chose, en effet. Mais quoi? La qualité de la corde. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, tu as un capteur qui est magnétique. Ok. Et finalement, si tu changes le magnétisme du filage, en fait, la nature Ok, du ouais, matériau je veux bien y du croire, filage, ouais. eh ben forcément, tu vas changer l'attirance en fait qu'il va y avoir entre la corde et le magnétisme qui est en dessous. En fait, Ça me paraît tu ok. vas modifier ton champ magnétique d'une manière légèrement différente. Ok, c'est réglo comme histoire. Tu sais, là, on rentre quand même dans de l'ésotérisme. Mais en même temps, c'est vrai, il y a de la science. L'électromagnétisme, c'est ok. Mais Tu peux parler de la matière, elle va mieux réagir au champ Elle est magnétique. moins magnétique que, par exemple, les toutes premières guitares électriques, Leo Fender en 1950, ils utilisaient les cordes qu'il y avait à l'époque, et à l'époque, il n'y avait pas ce type de cordes-là. Là, on est sur de l'acier plaqué nickel. L'acier plaqué nickel, ça apparaît au milieu des années 60. Ok, Ça n'existe pas, ça, à l'époque. ok. Il utilise ce qui est disponible, et ça va être soit un autre alliage qui s'appelle du Monel, qui est du cuivre plaqué avec de l'argent, Ok. soit du bronze 80-20 comme on en avait à l'époque. Ok. Et c'était beaucoup moins magnétique. C'est ça qui va pousser les fabricants à demander des cordes qui soient plus magnétiques Ouais, je comprends. pour justement faire ressortir en fait le son de leur micro. Bah, c'est vrai que les micros en soi, c'est pas un système très hi-fi. Donc si tu peux les aider à capter mieux la vibration avec un meilleur alliage, c'est logique. Et alors, il y a quoi comme alliage disponible aujourd'hui, si on doit choisir? Alors les alliages qui sont disponibles aujourd'hui, en grosse majorité, on est sur de l'acier plaqué nickel. Acier, Acier. c'est-à-dire lame. Alors, on oublie tout. on oublie lame, hein, mais vraiment la partie sur la partie filage. Ok. Lame et les aigus de tes cordes de guitare électrique, c'est toujours de l'acier à haute teneur en carbone, Ok, auquel on vient plaquer de l'étain. Alors sur les aigus, on vient plaquer de l'étain par-dessus. d'accord. Justement, ça, le but, c'est juste éviter la corrosion. Ouais, C'est que éviter que tu. Oui, là, tu me parles de Voilà. protection, on va dire. Là, c'est une protection, on va dire, basique. Sur tes cordes filées, en fait, on a une âme à l'intérieur qui, elle, pareil, est en acier à haute teneur en carbone. L'haute teneur en carbone, c'est vraiment pour éviter que ton acier, en fait, il casse trop rapidement, Ouais. et puis surtout qu'il résiste à la tension quand tu l'accordes, etc. Par contre, le filage qui est par-dessus, c'est Donc, ça c'est qui- là-dessus qu'on s'amuse, c'est sur le filage. C'est vraiment sur ça qu'on va s'amuser. D'accord, ok. Si tu veux un son très typé années 50, un petit peu sourd, bah là, il y a un alliage qui s'appelle le nickel ou pur nickel, Ok. mais qui donne vraiment ce son un petit peu étouffé. On a un peu l'impression de jouer sur une corde qui est déjà un peu passée. Ouais, donc en fait, c'est que le spectre est vachement réduit, donc c'est moins qualitatif. Oui, ça. En termes de qualité c'est un sonore, tu acier perds. qui est moins magnétique. Ouais, tu perds de la qualité. Tu sonore. vas perdre des brillances, ouais. Ouais, ok. Tu vas perdre la brillance. Et en fait, ces cordes-là sont sorties donc dans les années à peu près 60. Ok. C'est 64, je crois exactement la date précise. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les guitaristes, eux, qu'est-ce qu'ils veulent quand ils jouent sur scène, le guitariste, c'est ressortir du mixte. C'est Ouais. que quand ils jouent des accords, Ouais. on l'entend en fait devant. Ouais. Avec le nickel, bah, souvent il joue sur des amplis en plus qui à l'époque sont assez sombres. Ouais. Il a du mal à se faire entendre. Et en fait, avec ça, bah, il peut jouer de la guitare et on l'entend. Mais pourtant, tu me dis que c'est quand même celui qui est le plus sourd aujourd'hui. Non, Le nickel. le nickel pur, ça c'est de l'acier Ah. plaqué nickel. Ok, attends, tu m'as perdu. Donc le nickel pur, c'est celui qui est le plus sourd. Ouais. Et là, tu me parles déjà d'un autre alliage. Et là, on est sur Ok. l'acier plaqué nickel qui lui sort dans les milieu des années 60 Ok. et qui est aujourd'hui l'acier le Brighton. Voilà. ok. C'est et plus qui est- aigu. et qui est aujourd'hui le plus aigu, le plus utilisé. Ok. C'est pas le plus aigu, on a un alliage qui est un petit peu plus aigu. En fait, c'est de l'inox. C'est Ok. le stainless steel. L'inox, lui, en fait, il a pas ce nickel en fait par-dessus. Le nickel, il te rend quand même ta corde un petit peu confortable au toucher. Ok. L'inox, il a ce côté un peu râpeux au toucher. Ok. Mais l'inox, il est plus magnétique et du coup, il va pousser un petit peu plus ton ampli et avoir ce côté Ouais, un ouais. petit peu plus brillant. Ah oui, parce que tu peux gagner aussi en niveau de sortie, peut-être. Tu peux gagner en niveau Un de peu. sortie. Peut-être. Ok, donc tu me parlais de nickel pur, ça c'est le plus sombre. Nickel, plaquage nickel. Acier plaqué nickel. Acier plaqué nickel. Voilà. Donc là, c'est. Ouais, ok, je vois le délire. Ça va être beaucoup plus aigu. Ouais. Après, tu me parles d'inox, c'est encore plus aigu. Et il y a quoi d'autre comme alliage? Alors après, tu as d'autres alliages qui sont utilisés par exemple pour les guitares folk, comme le bronze 80-20, Ouais. donc qui lui va être un petit peu plus brillant. Il a surtout un petit creux sur les médiums. Et puis Ok. tu as le phosphore bronze qui lui a
Il a ses petites bosses un petit peu sur les médiums, il est plus agréable, il est plus chaud, plus chaleureux. Phosphore bronze. Et tu as aussi donc, cet alliage qui est utilisé pour les guitares classiques, qui est du cuivre plaqué argent. Ok. Mais qui est utilisé soit en général pour les guitares, pour les cordes jazz type manouche, soit pour les cordes classiques, c'est le plaquage qu'on va retrouver. Ok. Voilà. Après, Donc, sur l'acier plaqué nickel, là par exemple, là il y en a deux, ces deux cordes-là sont avec de l'acier plaqué nickel dessus, mais c'est pas le même. On a retravaillé. Tu peux retravailler finalement ton acier pour lui donner plus de magnétisme, etc. D'accord. Bon, après, on va rentrer en détail dans les différentes gammes, mais c'est pour avoir un peu une idée. Donc, celui qui a le plus de médium, rappelle-moi, c'était qui? Sur les folk, c'est le phosphore bronze. Ok, phosphore bronze. Mais dans l'électrique, finalement, elles ont toutes des médiums. Ce qui va changer, c'est les aigus. Ce qui va changer, c'est ok. Les aigus. Tu vas jouer surtout sur les aigus. D'accord, ok. Ok, et dernière question que je vois techniquement, après n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et on va continuer après sur d'autres sujets, c'est au niveau du filet, donc en fait peut-être de restructurer un peu une corde, donc il y a une âme et il y a un filet sur une corde. Donc sur ta corde, alors il y a déjà, alors là on les voit pas, mais il y a les attaches à boules qui donc permettent de bloquer la corde dans le. Ça normalement on a tous vu une fois dans notre vie, j'espère. Voilà. Nous on les fait de couleurs. D'ailleurs c'est des couleurs qui sont déposées. Le but c'était d'éviter d'avoir trop de packaging dans le paquet finalement. Ah, et tu les fous toutes dedans et tu as les couleurs qui suivent. Exactement. C'est inspiré à la base des violons aussi qui ont ces filets de soie pour indiquer quelle corde est laquelle. Donc on a ça et on a aussi donc sur une corde filée, on va avoir l'âme de la corde qui tout balancer comme ça. Voilà. Donc là, tu as les différentes couleurs et ça te permet de savoir finalement quelle corde correspond à quoi. Tu vois que je change souvent mes cordes. Ok, d'accord. Et ouais, alors comment c'est branlé une corde? Et bah du coup, donc tu as, hop là, donc tu as toujours. Ensuite, donc on a le lock twist. Donc en fait, à cet endroit-là, c'est entouré. Si tu veux leur montrer, mais et puis plutôt vers là, je pense. Ah non, c'est en manuel. Attends, on va se mettre comme ça. Ouais. Le lock twist. Le lock twist, en fait, qui est cette partie-là, qui te permet finalement d'éviter que ta boule, quand tu la mets et que tu viens tirer, finalement, que ça parte. Ouais. Donc ça a été, à l'époque, dans les années 50, beaucoup de recherches pour que ça tienne correctement. Okay. Aujourd'hui, sur cette gamme-là, par exemple, on vient rajouter une technologie que nous on appelle la fusion twist. En gros, on vient souder à cet endroit-là pour éviter que ça pète. Après, c'est là où ça pète une corde en général? Ça peut péter à cet endroit-là, ouais. Parce qu'en général, quand tu la pètes, c'est que tu mets un gros coup de médiator et que tu baignes. Quand ça fait ça, que ça pète au milieu ou ça pète ici? Ça peut péter. En fait, là, ça, c'est vraiment un point où ça peut vraiment péter à cet endroit. Ok, à cet endroit-là. Donc ça, c'est important. Ok. Voilà. Donc ça, sur cette gamme-là, en tout cas, on l'a renforcé. Et après, sinon, en fait, si on regarde notre corde, donc du coup, on va avoir. Donc tu vas avoir finalement. Hop là, si je sors celle-là. Donc tu as ton âme à l'intérieur, donc qui est cette partie-là. Ouais. Qui elle est toujours chez nous hexagonale. Ah, c'est hexagonal. En fait, si tu regardes au microscope, tu verras qu'en fait, alors il faut regarder le bout, mais ça serait hexagonal. Stylé. Et en fait, le but, c'est quoi? Là, j'arrive pas avec mes yeux, mais ça... Non, à l'œil nu, c'est compliqué. Et au-dessus, par-dessus, on vient rajouter donc le filage, en fait, qui se met dessus. Alors, pourquoi on fait de l'hexagonal? Tout simplement, c'est pour avoir en fait une constance de fabrication. La difficulté en fait quand tu viens faire une corde finalement c'est d'avoir la même tension du début à la fin de ta corde et puis surtout que ton filage il tienne à l'âme. Et sur une âme ronde ce qui peut se passer c'est que si tu as des tout petits soucis de tension, ton filage il vient glisser sur l'âme par-dessus. Ah ouais, ça c'est pas cool je pense. Avec un filage hexagonal en fait on s'assure du fait que ton filage il s'accroche vraiment à l'âme quand on vient les fabriquer. Une question bête, pourquoi toutes les cordes ne sont pas filées ou pas filées? Enfin, pourquoi on n'a pas tout fait pareil? Alors pourquoi on n'a pas... c'est une très bonne question. Pourquoi on n'a pas les 6 cordes qui sont filées ou pas filées? Enfin, tu vois? Alors là, on va revenir sur des points techniques. Ta note, en fait, c'est lié à ta masse linéique de ta corde. Ok, masse linéique de la corde. Explique, parce que la masse linéique même moi, je suis pas sûr de comprendre. C'est le poids de ta corde sur une distance donnée. Et en fait, si on voulait avoir finalement les 6 cordes pleines, on pourrait. Sauf qu'en fait, tes cordes
de basse serait vraiment très épaisse pour avoir la bonne. Alors attends, la masse linéique, tu dis qu'il faut qu'elle soit tout le temps la même. Ah, c'est-à-dire En Explique fait, un peu plus. plus ta note est grave, Ouais. plus tu dois avoir de masse linéique. Donc si par exemple Ok. tu veux être sur un Ré, Donc la fréquence de à une même résonance d'une tension. corde est inversement proportionnelle à la masse. Plus t'as de masse, moins t'as de fréquence. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et en gros, donc si on n'était que sur des cordes pleines, en fait, on aurait donc des cordes qui feraient à peu près le même diamètre, hein, sûrement. Sûrement. En termes de... Sauf qu'en fait, ça te ferait un câble qui serait très épais Ouais. et qui serait pas du tout agréable à jouer, qui n'arriverait Au pas à niveau se, du toucher, on à se n'arrive pas à le plier. tordre. En fait, D'accord. t'arriverais pas à faire ce genre de truc, à Là, le le fait plier, d'être à à la appuyer. d'être orthogonal, donc d'avoir un filet qui est comme on a le filet rond, là, on appelle ça comme ça. Ouais, c'est ça, le fil Voilà. rond qui est par T'arrives à le déformer plus facilement, c'est ça ce que tu veux me dire? C'est ça. En fait, tu Ok. augmentes ta masse linéique sans augmenter la rigidité de ta Au corde. niveau C'est-à-dire du qu'en fait, toucher. Ouais. au niveau du toucher, c'est-à-dire qu'en fait, ton âme, elle reste finalement assez proche en termes de diamètre de tes cordes aiguës. Ouais, je comprends. Donc du coup, tu as quelque chose quand même d'assez souple et d'assez agréable à jouer. T'arrives à jouer avec C'est ça. et ça peut se déformer plus facilement. Ouais. Exactement. Ok, je comprends. Ok, et pourquoi les jazzeux ils s'infligent un filet plat et pourquoi ils mettraient pas une âme plus grande tout simplement tout le long quoi? Une âme plus grande, c'est aussi en termes de confort, ça serait beaucoup plus Ouais. trop compliqué à jouer. Parce que même s'ils font pas des bends toutes les 2 secondes, ils ont quand même besoin d'appuyer sur la corde pour qu'elle aille sur les... Et le fait d'avoir un filet plat, ça reste plus souple que d'une grosse âme Tu quoi. gagnes en Ouais. confort, etc. Le filet plat aussi, l'avantage, c'est quand tu vas déplacer tes doigts, tu vas pas entendre Ouais, ces c'est bruits marrant. de doigts-là. Ouais. Et, Ouais, mais tu sais par rapport à une âme, c'est vraiment que ça gagne quand même en souplesse le fait que ce soit filé oui, malgré ça tout. gagne en souplesse et puis surtout aussi c'est plus facile pour nous de contrôler le son qu'on va pouvoir lui donner finalement en travaillant le... Donc là on est sur des filets plats, on est sur de l'acier inoxydable. Ok. Et du coup bah, ça te permet vraiment en contrôlant cet acier là de pouvoir contrôler un petit peu le son que tu vas vouloir. Et finalement ce qu'on a fait avec Pat Metheny quand on a développé les chromes en fait c'est que bah, on lui a fait tester différentes cordes, différentes épaisseurs de filage. Il nous a dit celle-là j'aime bien, celle-là j'aime pas. Et du coup, vraiment, tu peux choisir le son que tu veux en fait. Tout simplement. Stylé. Bon, j'ai encore plein de questions qui défilent dans ma tête, mais on va arrêter là parce que là, le but quand même, c'est que tu nous présentes les différentes cordes. Moi, je sais pas. On m'a dit tu veux quoi comme corde, j'ai dit les plus chères. Parce que je me suis dit ça va être le mieux et voilà, je me suis pas pris la tête. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit un gros poste de dépense les cordes au final. Par rapport à combien ça coûte autour, les guitares, les jacks, les machins, les pédales. Voilà. Donc je me suis pas pris la tête, je t'ai dit donne-moi le meilleur. Ouais. Donc tu m'as donné les XS. Enfin à l'époque c'était Eric à l'époque je crois. Oui. Donc les XS, je crois que j'ai pris le top du top. Mais en attendant, je pense que vous avez aussi d'autres produits. S'ils sont encore là, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. Ouais, tout à fait. Parce que sinon, pourquoi ne pas juste vendre du XS? Enfin, j'ai envie de dire, voilà. Ouais, c'est exactement ça. Alors, parce qu'en fait, aussi, il va y avoir entre ces différents paquets de cordes-là, il va y avoir des sonorités qui vont être très légèrement différentes, des sensations aussi sous les doigts qui vont être différents, et puis aussi des budgets qui vont être un petit peu différents. Ouais, mais après, attends, le cycle de remplacement d'une corde, c'est quoi? C'est 3 mois? Et bien, malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport Oui, à ça. mais en moyenne, tu vois, genre, oui, ok. Swan, je veux bien changer toutes les cordes tous les jours, mais sinon, après. Ouais, encore, pas tant que que ça, Swan. Ouais. Mais, mais par exemple, il y a des gens qui vont avoir une acidité qui est beaucoup plus agressive. Et je connais des gens qui, par exemple, quand ils mettent ce genre de cordes-là, leurs cordes vont durer environ 8-9 heures maximum. Ouais. On a des artistes avec lesquels on va travailler qui vont finalement faire un seul concert avec celle-ci. Donc ils vont devoir changer. Donc même si finalement le prix de la corde est moins cher à l'achat, finalement ça leur coûte plus cher de changer 4 fois de paquet de cordes plutôt que d'en acheter un qui est un petit peu plus cher à la base, mais finalement... C'est ça, mais moi je pense qu'il y a quand même... Enfin, la durabilité, c'est vrai que c'est l'argument qu'on entend souvent. C'est bien, parce que ça montre un modèle beaucoup plus responsable et beaucoup plus à l'écoute du client, parce que moi je déteste en ce moment acheter des choses qui ne tiennent pas. Ça me rend fou. Ça me rend fou, je te jure, quand t'es là, tu mets le budget, tu dis vas-y, je me suis fait plaisir, j'ai pris un truc bien, 3 mois plus tard, SAV, t'es là, putain, c'est pas possible. Donc ça, c'est chouette de s'intéresser à la durabilité, surtout avec le contexte écologique, mais j'ai l'impression qu'il y a toutes ces gammes aussi pour le son.
Enfin, sinon, en fait, si c'est juste plus durable, on prend la XS et elle est durable, et au final, tu t'en retrouves là. Enfin, Oui, bien sûr. voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous... Enfin, là, tu vois, on a pris la Marceau. Ouais. On a pris la Marceau, on a monté les New York XL, c'est ça? C'est pas comme ça, hein? Si, c'est... Ouais. non, c'est les Non, c'est XL. c'est l'XL. C'est quoi les New York XL? New York Ah, XL, c'est le voilà. paquet noir avec marqué Voilà, c'est ça. New York XL. Parce que je me souviens de ça, moi, au niveau marketing, ça m'est resté. Donc, on a monté les XL, tout simplement. Tout à fait. Voilà, c'est ce que tu as depuis tout à l'heure. Ouais. J'ai envie de faire un jeu avec toi, tu vois, voilà, Ouais. tout simplement. Parce que je pense que la démo, quand même, ça montre plus les choses que d'en parler des heures. Oui, on va les essayer. On va les essayer, voilà. Parce que, et en même temps, tu vas nous présenter un peu chaque particularité. Là, on a monté ça. Présente-nous et on joue, s'il te plaît. Alors du coup, donc là on est sur les EXL 110, donc c'est vraiment les cordes qu'on fait depuis le milieu des années 70. Pour nous c'est vraiment la base, c'est un des best-sellers depuis des années. C'est sûrement des cordes que vous avez entendues sur plein d'albums, sans vraiment trop le savoir. Donc pour nous elles sont... Alors toutes nos cordes sont fabriquées quand même avec... On fait très attention à ce qu'on vient fabriquer. Il n'y a pas de corde qui est fabriquée où on va se dire en termes de qualité, on s'en fout, on va faire au plus rapidement, etc. Donc là, c'est la moins chère, mais tu as envie de nous dire, c'est pas une corde qu'on peut acheter chez Wish, quoi. C'est pas une corde qu'on peut acheter chez Wish. Voilà. Très bien. On peut-être reste, chez Temu. on fait quand même, on tréfile notre propre acier, on plaque aussi notre propre étain, on fait le filage, etc. Donc on fait vraiment tout, on vient contrôler les tensions de chaque... quand on fait des rouleaux, on vient contrôler la tension de chaque truc. Il y a quand même voilà, un truc qualité qui est la même en fait sur toutes nos cordes là. C'est juste que en fait, c'est le même acier, ou en tout cas le même type d'acier qu'on utilise depuis plusieurs années, qui n'est pas notre acier le plus résistant. Ça va plutôt être sur le New York XL. Mais voilà, et on est sur ce son un petit peu plus brillant, un petit peu plus... voilà. Ok. Donc Bah, là, vas-y, va on faire écoute en son clair, si tu veux. On a lequel, signature Axel Bauer. Ok Romain, on est sur les New York XL. Oui. C'est quoi la diff? Alors, la différence. En fait, les New York XL, en gros, on a commencé à les faire début des années 2010. On s'est rendu compte surtout qu'on était capable de travailler avec des tolérances qui étaient un petit peu plus élevées. Puisque finalement on vient tréfiler les bobines d'acier, et en fait on s'est rendu compte qu'en les tréfilant on était capable de travailler avec des tolérances, avec des aciers qui étaient plus résistants, qui sont plus compliqués à travailler, sans qu'ils cassent au moment de la fabrication. Le but finalement c'est quoi? C'est qu'en fait le guitariste, l'un de ses problèmes principaux, au-delà de la corrosion, c'est que finalement il a tendance à casser ses cordes. Ouais, ça n'arrive à personne. Personne. Jamais arrivé. Jamais. Jamais arrivé. Jamais sur la corde demi-aiguë. On n'a jamais eu Jamais. de cordes cassées. Non, jamais. Du coup, on a fait... C'est surtout pas une honte si ça t'arrive. Hein. Exactement. Non. Du coup, on a fait des cordes qui étaient encore plus incassables. C'est ça? Exactement. En fait, c'est un acier qui est un petit peu plus résistant. Donc, on a appelé l'acier de New York. On l'a, du coup, sur les cordes aiguës, finalement. Et aussi l'âme de nos cordes à l'intérieur et avec cet acier New York XL. D'accord. On a aussi ce petit, donc à l'endroit où il y a l'attache à boule, il y a aussi cette technologie Fusion Twist dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui finalement en fait on vient souder, renforcer cet endroit-là. Et donc ça finalement c'est pas ça qui change le son. Ce qui vient changer le son en fait, c'est qu'on a modifié. On reste sur de l'acier plaqué nickel, mais on est sur un acier plaqué nickel nouvelle génération où finalement on a retravaillé la formule pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus brillant et qui ait un petit peu plus de gain. En fait, c'est un peu comme si tu montais la présence et le gain sur ton ampli très légèrement. Ouais, ça s'est entendu direct quand tu les as joués là. Ok, bah là tu vas jouer de façon. Mais moi je l'ai entendu pendant qu'il accordait, j'entendais vachement la différence quoi.
c'est un petit peu plus brillant, il y a Ouais. un petit peu plus de volume aussi. Ok. En fait, tu as un petit peu plus de définition aussi finalement. Moi j'aime bien ça. Et est-ce que tu penses que ce côté brillant là qu'on entend vachement, c'est quelque chose qui va partir rapidement? C'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui dure, ok. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment l'alliage qui est différent Ok. et qui du coup va durer dans le temps. C'est des cordes qui sont assez appréciées justement pour ce son un petit peu plus brillant, un petit peu plus voilà. Ouais, t'as plus de claquants, ouais. Et c'est aussi en fait parce que chez Dadario, on aime bien faire des tests. Ouais. On adore tester tout plein de trucs. Et en fait, quand on développe des produits comme ça, on les envoie à des bêta-testeurs. Ouais, normal. L'un des bêta-testeurs, c'est un artiste elle s'appelle Nita Strauss, Ah oui. qui est une grosse shreddeuse américaine. Et en fait, à l'époque, elle n'était pas endorsée Dadario. Et du coup, on lui a envoyé des jeux de cordes à l'époque, c'était des prototypes. Et on lui a dit, bah écoute, tu es connu comme étant quelqu'un qui casse beaucoup ses cordes, qui tire beaucoup dessus. Tiens, essaye ça, et puis dis-nous si tu les pètes ou pas. Et bah, finalement, en fait, aujourd'hui, elle les utilise encore. Parce qu'elle les pète pas. Et elle les pète pas. Et, D'ailleurs, la légende raconte qu'elle ne les a pas changés depuis. elle les a pas changées depuis. C'est toujours les mêmes, voilà, depuis 15 ans. Non, elle les change quand même de temps en temps. Mais en fait, c'est assez impressionnant parce qu'elle vient tirer dessus comme une malade, finalement, avec le vibrato. Elle a un Floyd sur son Ibanez. Enfin, ou un type Floyd, en tout cas, parce que je crois pas que ce soit un Floyd Rose. Mais, et du coup, en fait, après, elle refait un accord et elle reste accordée. Stylé. Donc en fait, une fois qu'elles sont stables, elles sont stables un petit peu plus rapidement que les autres cordes. Une fois qu'elles sont stables, ça bouge vraiment pas, quoi. Voilà. Et cet acier-là, ce New York Steel, finalement, pour nous, c'est la base de toutes nos cordes un petit peu premium. Ok. Finalement, donc les prochaines. Ah, cordes tu qu'on vas va retrouver dans les autres, ok. Tu vas retrouver voilà, cet acier, en tout cas la base de cet acier-là, pas forcément le même filage. Ouais, ok. euh, Oui, tu me parles vraiment mais du cœur. Du cœur, de Ouais, l'âme. du- Ouais. Ok, De je l'âme et comprends. les Donc la forme hexagonale va retourner. elles ont toutes la forme hexagonale. Oui, oui, mais je veux dire, Mais c'est cet acier. quand je dis la forme hexagonale, c'est le cœur, l'âme qui est hexagonale. Tu vas avoir le même à partir de celle-là dans le XT et dans le XS. Exactement. Ok, d'accord. Ouais. Les XT, Oui. c'est quoi la diff entre un New York XL et un XT maintenant? Alors en gros, déjà là, à partir de ce moment-là, de la Ok. vidéo, on va être que sur des cordes qui sont traitées contre la corrosion. Donc Ok. le but, c'est vraiment d'avoir la corde qui dure le plus longtemps possible. Ok. Alors, durer une corde, en soi, c'est du métal, ça va pas disparaître, ça va pas s'envoler, ça va continuer à être une corde. Durer, la définition pour vous, les fabricants de cordes, c'est que ça reste beau, c'est ça, claquant. C'est ça. Alors en fait, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour les musiciens. Oui, En fait, qu'est-ce qui va se passer quand ta corde elle est usée? Ouais. En fait, ça va corroder. Ouais. Tu vas avoir de l'oxydation dessus. Ouais. Ton acier, finalement, surtout sur tes cordes aiguës, il va perdre un petit peu cette propriété de tension, c'est-à-dire qu'il va se détendre petit à petit, et puis il va avoir de plus en plus de mal à revenir à sa taille initiale. Ouais. Donc on va avoir ça. Ah oui, Et- parce qu'il n'y a pas que la corrosion, il y a aussi le fait que ce soit étiré tout le temps. Ouais. Ok, ouais. Et ce qui va aussi, alors ça c'est vraiment les New York XL qui font que ça dure vraiment dans le temps grâce Ok. à ça. Mais en fait, la corrosion, ça va aussi te donner un son un petit peu étouffé. Tu vas Ouais. perdre cette brillance. Ouais, t'as l'impression de mal jouer. T'as l'impression de mal jouer, Ouais, t'as je l'impression vois. que ta corde elle est un petit peu fausse. Ah, je connais ça, moi je change jamais mes cordes, hein. Je suis vraiment le mauvais client. J'ai la flemme. Ouais. Ouais. Bah ça c'est justement pour des gens qui ont un petit peu la flemme, qui n'ont pas envie de se prendre la tête à changer des cordes trop souvent et qui veulent les garder le plus longtemps possible. Ok. Alors, le but c'est ça. bon, et le XS, j'ai l'impression que c'est un peu le même délire. Et le XS c'est un petit peu le même délire, sauf qu'on Ok. n'est pas du tout sur les mêmes technologies. en Ah, termes ok. de- Alors, t'en gardes pour après. Ok, très bien. Ok, donc le XT, fais-nous écouter si on entend quelque chose. Parce que là, quand tu me parles de durabilité, globalement, on va avoir un peu le même son qu'avant. Alors oui et non, en fait c'est la base technique des New York XL, Ah. donc le même
les mêmes aigus finalement Ok. et la même âme centrale, Mais sauf que le le filet est filage par-dessus, Ouais. le filet par-dessus, c'est le même que le XL qui est ici. Voilà. Et Donc, après, plus sombre, je pense. un petit peu Parce que plus, moi, ce ouais. que j'ai ressenti, Enfin, tu quand me t'es diras. passé de là à là, c'était plus clair ici. Plus Et un peu brillant. plus de patates. Ouais, plus de patates. Donc, si tu remets ce filet-là, peut-être qu'on va avoir quelque chose un peu entre les deux. Un petit peu. Ouais. Un son le entre les but, c'est deux. vraiment d'avoir. C'est pour les gens qui aiment ce son un petit peu plus. Mais qui veulent la techno. mais qui veulent la techno et des Je cordes comprends. plus brillantes. Je comprends. Ok, vas-y, je te laisse t'amuser. Fais-nous ce que tu veux. Bah, pour l'instant, c'est mes préférés. Ok, très bien. Je trouve vraiment un entre-deux. Oui. Vraiment un entre-deux de ce que je ressens, mais est-ce que c'est de la psychoacoustique, voilà, tout ça. Justement, il y a le blind test à la fin. C'est ça. C'est quoi? Faut aussi réessayer, enfin tout réécouter à la fin. Bah, à la fin, on va leur mettre un riff. Bon, je l'annonce dès maintenant, allez, vas-y. On va vous mettre un riff. Même moi, je saurais pas dans quel ordre c'est. C'est le monteur qui va s'amuser. Il les met dans l'ordre qu'il veut, il nous met pas ce que c'est comme corde. Et on a les commentaires et nos oreilles pour juger. C'est ça. Et dire ce que c'est et ce qu'on préfère et tout, parce que je suis curieux, parce que là comme ça j'avais envie de croire que lui c'était l'intermédiaire et je te dis que c'est l'intermédiaire, Ouais. mais si ça se trouve pas du tout. Ça se trouve pas du tout. Ça se trouve en écoutant, tu vas peut-être préférer celle-ci ou celle-là. Ouais, j'en ai aucune idée en fait. Après, il y a quelque chose dont on a moins parlé et ça s'entendra moins. Enfin, c'est pas quelque chose que tu entends à l'oreille, mais c'est en termes de sensation. Ouais. C'est que forcément, en fait, la grosse différence, hormis le son finalement entre les XT et les XS, c'est la technologie qu'on va utiliser pour traiter la corrosion. Ok. Sur les XT, en fait, on a un traitement qui est hydrophile. En fait, on vient mettre un produit sur le filage. Donc, Ok. avant de filer la corde, en fait, on vient traiter le filage et ensuite on file la corde Ok. sur l'âme. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, sur ta corde, finalement, donc tu as ce produit anti-corrosion, mais du coup, tu vas quand même bien sentir les aspérités de ta corde. Tu vas sentir, en fait, l'aspérité entre les deux, entre les deux filets. Tu vas vraiment bien la sentir. Du coup, tu vas avoir une sensation qui reste assez naturelle. Voilà, sachant que ce traitement-là, le XT, on le met aussi sur nos cordes, sur les cordes aiguës. Mais bon, lui, Ok. ça se sent pas tant que ça. Sur les XS, par contre, on va les voir un petit peu après, mais Petite transition XS. en fait, on vient mettre une gaine par-dessus. Ok. Donc, on prend une corde qui est déjà finie et on vient rajouter par-dessus une gaine qui est très je fine. comprends. On est à peu près un dixième de la taille d'un Et là, cheveu. ça va être un peu souple. Ça va être un petit peu plus souple, un petit peu plus glissant. Ouais. Et ça vient effacer un petit peu, on les sent quand Ouais. même, mais beaucoup moins. Ça vient effacer en fait l'aspérité entre. Donc là, en fait, tu vas bouffer l'enveloppe, tandis que là, tu vas bouffer la protection C'est ça. sur le temps. Ok, je comprends. Voilà.
moi c'est ce que je préfère. Ok. Je sais pas toi, comme ça tu le ressens comment? Alors moi, c'est aussi mes cordes préférées, mais pour plein de raisons. Déjà, je trouve que tu gardes quand même ce côté un petit peu brillant des New York XL. Ouais, mais pas tant. Ok. Pas tant, je trouve. Enfin, je sais Elles pas. sont un petit peu moins brillantes. Après, il y a eu tellement de coupures entre chaque Ouais. test que là, je sais plus trop. Parce que vous imaginez bien que le temps qu'on change les cordes, on sait pas téléporter. C'est ça. Là, on a commencé ce matin et il est minuit et demi. Voilà, on n'en peut plus. Au secours. Non, mais c'est vrai que moi, je retrouve pas de la brillance abusée. Je retrouve plutôt un équilibre. Et c'est ça que j'aime Ouais. bien. Moi, je les trouvais pas assez équilibrées, celles-ci. Elles sont beaucoup plus brillantes, celles-ci. Ouais. Celles-ci, sur des sons un peu plus saturés, je trouve qu'elles ressortent un petit peu mieux. Ouais, ok. Je trouve qu'elle t'a quand même beaucoup plus de brillance que par exemple sur. Oui, celle-ci. clairement, parce qu'elles étaient beaucoup plus sombres. Ouais. Et je trouve qu'elles sont un peu. Je saurais pas trop dire. Je saurais pas trop les comparer, il faut que je réécoute. Ouais. Mais- Écoutez, de toute façon. Mais la XS, en tout cas, c'est celle qui me paraît familière là quand tu le. Ouais. Qui me semble familière. Alors après, comment ça évolue en termes de son sur le temps? Bah elle reste assez similaire très longtemps. Ça, c'est cool. Parce qu'en fait, finalement, elles ont cette gaine qui vient vraiment protéger. En fait, c'est vraiment une barrière physique que tu as entre tes doigts et l'acier plaqué nickel qui est en dessous. Donc, sauf si tu fais un bend qui va un peu abîmer le truc trop fort, tu sais, je sais pas. Et encore. Faudra vraiment y aller. Ouais, En faut y fait, aller, on ouais. les a testés. Par exemple, donc du coup, c'est une gaine, mais on a vraiment fait attention qu'avec les coups oui, de avec le médiator, ça ne médiator, ouais. s'effiloche pas. Ah bah voilà, si avec le médiator ça s'effiloche pas, tu vas pas faire ça avec une frette. Hein. Donc avant de le faire avec une frette, ouais, Ouais. tu vas vraiment y aller. Il y a pas de... Mais par contre, elles ont vraiment cette sensation qui est peut-être un petit peu plus glissante que sur les autres. Que sur les autres cordes. Après, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi ça m'a pas choqué. Hein. C'est clair, mais moi, c'est vrai que c'est des cordes que j'apprécie beaucoup. Et puis à la maison, j'ai plein de guitares. Ouais. C'est toujours un plaisir de changer une fois ces cordes de tes guitares. Tu la joues, tu sais, quand tu as plein de guitares, tu la joues, et c'est à peu près ta guitare favorite pendant un mois. Tu la reposes sur le mur, tu prends celle d'à côté, c'est celle favorite pendant un mois. Et puis tu reviens à ta guitare, ton ancienne guitare favorite 3-4 mois après. Si tu as des cordes, on va dire standard, bah, quand tu la reprends, les cordes sont rouillées, il faut que tu rechanges, que tu repasses du temps. Alors qu'en fait, avec ça, finalement, tu reprends ta guitare, elle n'a pas bougé. Et tu es reparti, quoi. Et Ouais. pour ça, c'est vraiment... Quelle serait la fréquence de remplacement? Tu disais, bon, un guitariste qui fait beaucoup de concerts, peut-être tous les jours, mais quelqu'un de lambda comme nous, qui joue pour le plaisir. Tu vois, moi par exemple, c'est comme toi, moi j'ai plusieurs guitares. Allez, un jour on va se chauffer, on va tout changer, on va mettre des cordes neuves pour tout le monde. Je les change quand, tu vois? Au maximum déjà. Le temps max. Le temps max, ça va vraiment dépendre aussi de la corde. Tu vas pas me dire 20 ans, tu vois. Non, tu vas pas être sur du 20 ans, mais tu vas être sur quand même un petit peu plus d'années. Par exemple, si je prends mon exemple plus personnel, moi j'ai pas une sudation très agressive. Je peux garder des cordes assez longtemps. Et par exemple, les EXL 110, quand je les mets, donc si je joue sur qu'une seule guitare et que c'est vraiment ma guitare principale, elles vont me durer environ 2 mois à peu près. Okay. Au bout de 2 mois, je vais commencer à sentir qu'elles vont perdre un petit peu. Ouais. Elles vont me durer à peu près 8-9 mois. Ah, quand même. Tu fais un ratio 4. Ouais. Ok. Et à la maison, en général, comme j'en ai plein, en général, je les change près tous les 2 ans. Il y en a, je les ai même encore jamais changés. Après, c'est plus... Mais en général, on est sur ce ratio 4 à 5 sur ces cordes-là. Finalement, sur beaucoup de gens avec qui on parle, en fait, on se rend compte que c'est à peu près ça. 4 à 5, ouais. J'ai l'exemple d'un artiste qui utilisait, alors lui, les versions folk, hein, mais où il changeait tous les concerts ses phosphores bronze, et puis sur les XS, il les change à peu près tous les 4 concerts. Ouais, ok. Mais ça va vraiment dépendre de la sudation de chacun. Hein. Mais ouais, voilà. Ok. C'est intéressant. Après, je me posais une question pendant qu'on parlait de ça. Est-ce que les cordes, ça s'entretient? Oui, les cordes, ça s'entretient. C'est un sujet quand même à aborder. Parce que tu as des super enrobages, mais si derrière on va les défoncer et pas les aider, ça va peut-être pas tenir dans le temps. Ouais, c'est clair. Alors, on a des produits pour ça. Nous, on a une petite un petit produit qui s'appelle XLR 8, donc XLR 8 en anglais, pour accélérer. Le XLR pour moi c'est un câble. Alors c'est quoi le XLR 8? Alors en fait c'est juste pour dire
accélère en gros pour que tu ailles un petit peu plus vite. Mais en gros, c'est un produit, en fait, il y a une éponge dedans avec un petit produit qui vient en fait te permettre d'enlever le gras que tu as mis, parce qu'en fait c'est ça qui vient corroder nos cordes, c'est qu'en fait quand on vient jouer, on met du gras finalement entre les filets, et c'est ça qui va créer la corrosion. Donc en fait ce produit là, ça te permet d'enlever ça, voilà, en gros, et on vient nettoyer. Mais tu pourrais par exemple, déjà la base c'est déjà d'avoir les mains propres quand on joue de la guitare, pas d'avoir le paquet de chips à côté et puis de commencer à jouer en même temps. Ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, même un truc tout simple, en fait, passer un petit coup de chiffon après sur ces cordes, ça permet en fait d'enlever les huiles qui sont naturelles, mais qu'on a mis sur la touche, qu'on a mis sur les cordes. Et déjà, rien que ça, on gagne en longévité. Voilà. Petit coup de chiffon et XLR8. Ok. XLR8. XLR8. Merci en tout cas de nous avoir présenté tout ça. Waouh. Je sais pas comment vous le ressentez, mais nous, ça a été un sacré épisode à construire parce que on en a coupé des cordes et on a pris du temps à préparer ça. Il y en a qui vient de Lyon, un autre de Paris pour tenir la régie. Voilà, déjà vous pouvez laisser un petit commentaire par rapport au blind test qui va suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, je pense que c'est le temps. C'est le moment en tout cas de s'y mettre. Ça nous soutient, ça nous aide à avancer sur la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez des cordes aujourd'hui, vous savez que vous les retrouvez sur notre site. Et bien sûr, en prenant des cordes sur Palf, vous soutenez la chaîne et vous aidez Palf à avancer. Merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode et on vous dit à la semaine prochaine.